s'appelle la pénicilline. Depuis toujours, la recherche médicale se bat pour la vie. Elle a plus que jamais besoin de vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle téléconférence organisée par la Fondation pour la recherche médicale et le site fréquencemédicale.fr. Je suis Jean-François Lemoine, médecin journaliste. Je serai votre animateur tout au long de cette téléconférence exceptionnelle qui va vous permettre d'entendre et de voir un de nos plus brillants médecins, le professeur Alain Fischer. De nombreux Français l'ont découvert aux côtés de notre Premier ministre lors de sa nomination au poste de président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en France. Depuis, ses interventions se sont multipliées, toujours avec cette rigueur un peu timide mais précise qui le caractérise si bien. Ceux qui, comme moi, suivent l'actualité médicale depuis des années connaissent bien ce médecin chercheur de réputation mondiale grâce à ses nombreux travaux sur les déficits immunitaires acquis dès la naissance et ses approches curatives par thérapie génique. Personne n'a mis en doute sa compétence dans le domaine de la vaccination. Avec une certaine surprise de le voir accepter ce poste, il est sans doute le meilleur à pouvoir rassembler, vérifier et accréditer les informations disponibles sur ces nouveaux vaccins. En revanche, ceux qui l'aiment beaucoup et l'admirent ont été surpris qu'il accepte de se retrouver dans la fosse au lion des médias et de la vie politique. Il nous expliquera sans doute que c'était son devoir de le faire. Depuis le 3 décembre, date de sa nomination, plus de 3 mois se sont écoulés. Il n'y a pas de jour sans critique sur la stratégie vaccinale. Alors vous vous doutez bien que nos questions sont nombreuses et qu'on attend avec impatience ces réponses. Mais ce sera dans quelques minutes parce qu'auparavant, vous avez reconnu à mes côtés M. Denis Duverne, président du conseil de surveillance de la Fondation pour la recherche médicale depuis 2017. Cette émission n'aurait pas été possible sans la volonté de la Fondation pour la recherche médicale. Bonjour Denis. Bonjour Jean-François. Merci de nous accueillir une nouvelle fois sur le plateau de Fréquence Médicale. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et nous sommes une nouvelle fois dans la crise sanitaire. Nous nous sommes vus au mois de décembre. Nous nous revoyons aujourd'hui pour évoquer un autre aspect. Et je ne doute pas que cette soirée de la recherche, qui j'espère va être suivie par de nombreux donateurs, mais aussi par tout le public de Fréquence Médicale, sera très utile pour tous. Alors c'est la deuxième téléconférence que vous organisez à cause de cette pandémie qui nous prive, pour quelques semaines encore, je l'espère, de réunions présentielles. Mais la première soirée de ce type vous a quand même réservé quelques surprises. La première soirée se passait avec Karine Lacombe et elle portait sur tout ce que nous ne savions pas encore sur le Covid, même si en décembre, on savait déjà pas mal de choses. Et elle nous a apporté beaucoup de réponses très utiles. Mais maintenant, on est passé à une nouvelle phase, la phase de la vaccination qui ouvre de nouvelles inconnues, nécessite de nouvelles réponses. Et c'est très important pour nous d'avoir ces réponses ce soir grâce à Alain Fischer. Alors Alain Fischer, je l'ai présenté brièvement, je suppose que j'ai oublié beaucoup de choses. Non, vous n'avez pas oublié beaucoup de choses, mais évidemment son pédigré est extrêmement impressionnant. C'est un médecin spécialiste en pédiatrie et en immunologie. Il a été l'un des cofondateurs en 2009 de la Fondation Imagine à l'hôpital Necker, l'Institut des maladies génétiques, donc à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Il était directeur de l'unité développement normal et pathologique du système immunitaire. Il a dirigé l'Institut Imagine de 2009 à 2016 et il est aujourd'hui professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine. Et comme vous l'avez dit, depuis le 3 décembre, il est en charge de cette mission de président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Monsieur Vaccination, comme on l'appelle dans le grand public. Exactement. D'ailleurs. Il a des relations avec la Fondation, il n'est pas là par hasard. Non, Alain Fischer, c'est un vrai ami de la Fondation. Il a été, entre 2000 et 2002, président du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique, c'est l'organisme qui attribue l'ensemble des dotations de la Fondation à des jeunes chercheurs ou à des équipes confirmées, qu'on appelle les équipes labellisées FRM. Et depuis plusieurs années maintenant, il est membre du Conseil de surveillance de la Fondation pour la recherche médicale, qui est l'organisme de tête
de notre fondation. Et donc, je voudrais le remercier de bien vouloir venir nous donner de son temps alors qu'il a un agenda extrêmement chargé. Ça, c'est sûr. Alors, le 15 mars, c'était une date anniversaire que nous n'avons pas fêtée, puisque c'est plutôt tragique. C'était le premier anniversaire du démarrage du premier confinement. Oui, alors ça fait maintenant 1 an. Je crois que nous en avons tous assez de ce confinement, assez de ce Covid, mais en même temps, on voit le bout du tunnel et on voit dans cette, je pense, mieux qu'on ne l'a jamais vu dans le passé, on voit l'importance de la recherche médicale, à la fois pour améliorer les traitements et puis pour trouver des vaccins et pour comprendre tout ce qui se passe autour de cette maladie. Vous avez pu poursuivre quand même l'effort financier nécessaire pour Alors, la FRM s'est mobilisée dès le début de l'épidémie et nous avons levé plus de 6 millions d'euros auprès de nos donateurs et nous avons mis cet argent à contribution tout de suite pour financer 35 projets de recherche sur les maladies émergentes, dont 31 sur la Covid-19. Et ces projets, c'est des projets qui s'écoulent sur 12 à 24 mois, mais il y a déjà 14 de ces projets qui ont donné des résultats tangibles pour la lutte contre le coronavirus. Pour nous donner une idée, il y a eu une perte de ressources ou pas ? Pour la Fondation pour la recherche médicale, au total, nous avons collecté 15% de plus en 2020 que l'année précédente. Et donc, nous avons pu à la fois mobiliser des ressources pour la recherche sur le Covid, mais aussi, puisque nous sommes une fondation généraliste qui aide les chercheurs, notamment les jeunes chercheurs, mais aussi les équipes de recherche médicale, nous avons pu maintenir notre effort de recherche par ailleurs au niveau antérieur. Ce qui prouve la solidité de votre image, parce que tout le monde ne peut pas dire la même chose. Concrètement, vous pouvez illustrer ça avec quelques exemples ? Alors là, je vais avoir besoin de mes notes. Oui, je voudrais évoquer 2 projets. Le premier projet, c'est le projet Cyclocov de Jean-Michel Pawlowski, responsable de l'équipe virus et pathologie cancer à l'Institut Henri Mondor de recherche biomédicale de Créteil. En octobre 2020, le projet Cyclocov, soutenu par la FRM, livrait ses premiers résultats. Les chercheurs ont montré qu'une molécule, l'alisporivir, avait une action antivirale sur des cellules en culture infectées par le SARS-CoV-2. Sur la base de ces données prometteuses, un essai clinique de phase 2 a été lancé afin de tester l'efficacité et la tolérance de la molécule chez les patients qui sont atteints d'une forme grave de la Covid-19. Alors, il y a des projets qui s'intéressent également aux conséquences de la maladie dont on ne parle pas encore beaucoup, mais qui vont être sûrement un grand sujet dans les années à venir. Alors, on parle effectivement de ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des gens qui restent durablement affectés par le virus. Et il y a 2 projets de recherche que nous avons financés qui abordent les effets que peut avoir la maladie sur le plus long terme, les conséquences au niveau vasculaire. Il s'agit d'un projet porté par Andreas Bigfalvi au laboratoire de l'angénogénèse et du micro-environnement des cancers à Pessac, près de Bordeaux, ou conséquences au niveau cérébral, un autre projet prometteur porté par Sten Silva au Toulouse Neuroimaging Center, TONIC à Toulouse, qui est un projet qui vise à créer une base de données à partir des patients atteints de la Covid-19 et qui présentent un délirium, un état de confusion mentale aiguë en sortie de réanimation, qui est un signe d'une atteinte cérébrale par le SARS-CoV-2. Et on espère donc avec ces projets mieux comprendre et donc mieux traiter ces malades. Je pense que peut-être maintenant on va s'adresser... Oui, j'ai trop parlé et j'aimerais bien qu'on puisse entendre Alain Fischer. Voilà, merci Denis. Vous n'avez pas trop parlé, c'était important. On se retrouve à la fin de notre entretien avec le professeur Fischer. Nous répondrons aux questions que vos donateurs nous ont posées en amont de cette téléconférence. On se retrouve, mais après cela. Professeur Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Que diantre un homme de votre réputation et de votre valeur est venu faire dans cette lumière si particulière de l'actualité médiatico-médico-politique de cette vaccination anti-Covid ? Écoutez, le fait d'être médecin, chercheur n'interdit pas de s'intéresser aux questions de notre société, surtout l'âge venant, malheureusement, c'est mon cas. Et donc, progressivement, sans se détacher vraiment, parce que je ne me suis toujours pas détaché de mes activités de soins et de recherche, même si elles se sont un peu atténuées, on s'intéresse plus je pense, aux conséquences dans notre société des questions de santé, des avancées de la recherche, et de fil en aiguille, voilà, on peut s'intéresser notamment à la vaccination. Il se trouve qu'il y a déjà maintenant 5 ans, j'avais été sollicité par la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine,
pour réfléchir sur la question de la vaccination des nourrissons. Et à vrai dire, j'avais accepté sans hésiter parce que j'avais été assez choqué de la situation de la vaccination des enfants qui m'inquiétait. Je suis pédiatre, la vaccination c'est l'immunologie, donc je connaissais un peu le sujet. Et donc je suis rentré là-dedans, avec tout ce que, sans être tout à fait conscient de ce que ça représentait, mais du coup j'avais mis un pied assez sérieux dans le monde de la vaccination et qui probablement m'a conduit à me retrouver là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que quand on a interrogé vos amis et les gens qui vous connaissent, il y avait deux réponses. Une première réponse qui disait « mais il va jamais accepter Et puis les autres qui disaient « si, il va accepter parce que ça l'intéresse ». Oui, c'est vrai. Ça ne m'aurait pas intéressé, je ne l'aurais pas fait, même si ce n'est pas facile tous les jours. C'est une expérience riche. Ouais. Vous étiez conscient des espoirs mis en vous parce que, d'ailleurs, revenons à votre première intervention avec le Premier ministre, quand il traite un peu en fanfare, enfin de façon assez emphatique, il vous présente, et puis après les Français vous découvrent, et là vous remettez l'église au milieu du visage en étant beaucoup moins enthousiaste, enfin en cernant bien les vrais problèmes. Vous l'avez ressenti comme ça ? Vous êtes mieux placé que moi pour juger de cette affaire, puisque j'en étais l'acteur. Ce que je pourrais dire, c'est que le 4 décembre, parce que c'est passé le 4 décembre, il y a 3 mois déjà, à l'époque, on savait encore fort peu de choses sur les vaccins. Les connaissances progressent à une vitesse fulgurante, ce qui est très bien en soi, mais on savait peu de choses. On avait en gros des informations venant de communiqués des industriels, pas de publications scientifiques. Donc j'estimais nécessaire, d'être encore prudent, même si on était plein d'espoir sur le développement de cette vaccination. Alors, vous êtes un chercheur indiscutable. Vous êtes quelque part un peu politicien parce que vous aviez envie de vous investir dans la chose publique. Mais vous n'êtes pas du tout logisticien. Non. Alors, votre périmètre d'action, quelles sont les limites ? Théoriquement, il n'y a pas de limite. Le périmètre d'action, c'est la stratégie vaccinale. Oui. Donc, comment on développe la campagne. Bien. Et disons que les domaines où je pense que personnellement, et avec mes collègues au sein du conseil que j'ai l'honneur de présider, nos compétences sont dans le domaine de la science des vaccins, dans le domaine de la médecine des vaccins, mais aussi, c'est largement aussi important, sur les questions sociétales que suscite la vaccination et les questions de communication. Je suis un peu moins compétent, mais en tous les cas, c'est un sujet de grande importance. Peut-être on y reviendra sur faire en sorte que notre population, d'abord les professionnels de santé eux-mêmes, puis la population adhère et ait confiance en la vaccination. Voilà en gros les sujets sur lesquels nous travaillons. Ça ne nous empêche pas de regarder un peu autour sur l'organisation, etc. Ouais, mais vous éludez un petit peu ma question, parce qu'on attendait à vos côtés soit un général de brigade du train qui est capable de monter un hôpital en 3 semaines, ou alors un acheteur de la grande distribution qui a l'habitude de gérer ça. On a l'impression que c'est un petit peu ce qui manque dans l'équipe intellectuelle que vous avez autour de vous. C'est pas autour de moi, mais au ministère de la Santé, il y a ce qu'ils ont appelé une task force qui s'occupe de l'organisation de la vaccination et au sein de laquelle travaillent des gens du calibre et des compétences que vous évoquez. D'accord. Donc on discute avec eux, on les interroge, on s'informe, éventuellement on commente, mais enfin, c'est clairement pas le centre de notre réflexion. Alors c'est probablement la communication qui explique quelques ratés dont on va parler dans un instant. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de chance, parce que votre travail était d'évaluer les vaccins, et vous êtes tombé sur un nid de vaccins où ils sont tous absolument exceptionnels. Parce que je rappelle, quand vous avez commencé l'ARN messager, c'était quand même pas gagné de dire on va pouvoir le donner à tout le monde. D'accord ? Et ça s'est fait très vite, en fait. Je pense que nous vivons une période, sans galvauder le mot extraordinaire, sur le plan scientifique, puisque maintenant, en une année, un peu plus d'une année, aujourd'hui, ont été développés des vaccins, différents types de vaccins, fondés sur des technologies relativement nouvelles, pas entièrement nouvelles, fondées sur des recherches sur plusieurs dizaines d'années de recherche, y compris une recherche fondamentale, mais enfin avec l'aboutissement de technologies de vaccination et qui ont pu aboutir en quelques mois, c'est une prouesse inouïe, à la réalisation de vaccins. Donc ça, c'est une combinaison de facteurs, une mobilisation scientifique vraiment très très forte internationale, avec un certain nombre de gens qui se sont révélés de grands découvreurs, de grands inventeurs, en l'occurrence, plus précisément, avec une mobilisation industrielle, une mobilisation publique,
surtout aux États-Unis, je dois dire, un peu en Europe, j'aurais préféré un peu plus en Europe, pour soutenir cet effort de développement, jusqu'à créer des usines pour fabriquer des vaccins, hein, mais qui ont permis donc ce résultat qui est formidable. Alors certains le critiquent, prennent les choses à l'envers et à mon avis de façon complètement inexacte, et fausse en l'occurrence, c'est de dire on a été trop vite, on n'est pas prudent, on fait presque n'importe quoi. Juste que c'est absolument faux. Je pense qu'il est important de le répéter. Ouais, bien sûr. Toutes les étapes, elles se sont emboîtées les unes dans les autres au lieu d'être espacées au fil des années, comme c'est classique en vaccination. Mais on a accéléré le processus, mais toutes les étapes ont été accomplies comme il le faut, et jusqu'à une étape très importante qui est évidemment l'évaluation par les agences de régulation, pour nous en Europe, l'agence européenne du médicament, et qui regarde ça, je peux vous dire, avec un œil, je pense que vous le savez, très très attentif. Alors, c'est des dizaines d'experts, etc. C'est un boulot très rigoureux. J'aimerais bien qu'on s'arrête 30 secondes, pas plus, sur le fait que cette industrie pharmaceutique qui n'arrive pas à se faire une image, qui est décriée et tout ça, a fait quelque chose d'exceptionnel, il faut le souligner. Tous ces Français réfractaires à la vaccination sont injustes. On peut le dire comme ça ? Je pense que les industriels qui ont réussi à mettre au point dans cet intervalle de temps aussi court des vaccins ont fait preuve de leur grande compétence en tant qu'industriels, même si il faut aussi reconnaître que leur prise de risque a été limitée par des soutiens publics financiers majeur, ce qui était parfaitement justifié vu l'importance du problème en termes de santé publique. Donc, si je résume, votre main n'a pas tremblé pour signer la première autorisation. C'est pas moi qui signe les autorisations. Non, mais enfin, c'est pas vous qui avez signé, mais si vous n'aviez pas été d'accord, on avait tous bien compris que ça n'y aurait pas de signature. Oui, mais non, une fois que, rapidement, courant décembre, se sont apparues les publications scientifiques et les dossiers des industriels qu'ils ont déposés, donc, pour ce qui, encore une fois, en Europe, l'Agence européenne du médicament, dans lequel il y avait des données absolument convaincantes. Et puis on a eu ensuite, assez vite, fin décembre, les premières données, entre guillemets, en vie réelle, de début de la vaccination en Grande-Bretagne, en Israël, aux États-Unis, qui ont conforté l'idée qu'on était en sécurité et apparemment en efficacité et qu'il fallait y aller. Je suppose que vous suivez Israël de façon extrêmement précise, parce que là, c'est quand même un laboratoire incroyable. À un degré moindre les Anglais, parce que les Anglais font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont quand même beaucoup improvisé sur la question de la vaccination. Ça vous a fait peur au début, quand vous avez vu partir sur la monodose à outrance et toutes ces choses-là, vous vous êtes dit, ils sont courageux Alors, c'est effectivement pas la stratégie qui a été retenue en France, et je pense, à juste titre, de ne pas la retenir. Ils font un peu cavalier seul. Il y a juste le Québec, curieusement, qui suit les Britanniques, ce qui est une alliance... entre guillemets, contre nature, sur un plan historique, peu importe. Mais d'une certaine façon, on peut aussi dire que multiplier, ou en tous les cas avoir des approches différentes, n'est pas inintéressant, parce qu'in fine, d'abord, on ne sait pas, peut-être que finalement c'est eux qui auront raison, je ne crois pas, mais j'en suis pas sûr, et qu'avoir donc différentes approches de la stratégie de vaccination dans différents pays, à condition que ce ne soit pas l'anarchie généralisée, on en tirera profit. Donc c'est pas si mal. J'étais très surpris qu'au début, vous retoquiez la HAS justement sur cette histoire de deuxième dose, de délai, oui. Alors bon, il faudrait prendre un tout petit peu de temps pour expliquer cette affaire. Mais juste simplement que c'est... Non, parce que l'évaluation d'un centre de scientifiques dont je suis, et d'autres, bien sûr, c'est pas tout seul, jusqu'à Tony Fauci aux États-Unis, pour prendre les plus célèbres, était de penser que les résultats avaient été montrés dans les études cliniques avec 2 doses espacées de 3 ou 4 semaines pour ce qui était des vaccins ARN, que c'est ainsi qu'on obtenait une efficacité remarquable et que c'était peut-être pas très prudent de s'en écarter, ce d'autant qu'on allait vacciner, et c'est légitime au début, les personnes les plus fragiles dont le système immunitaire n'est pas le plus vaillant, c'est clair, les personnes âgées, immunosénescence, etc. Donc ça nous paraissait raisonnable de ne pas toucher à quelque chose qui marche, et même si l'alternative était d'augmenter un peu le nombre de personnes vaccinées, mais le jeu n'en valait pas la chandelle, me semble-t-il. En tous les cas, dans les 2 pays, ça marche. Est-ce qu'on commence à avoir des prémices de résultats en France ? On a des débuts de résultats. Si on regarde, par exemple, le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid, bien sûr, de façon journalière, et qu'on le regarde donc depuis le début de l'année, ça commence à bouger à partir de début février pour les personnes âgées. Mais ça bouge comment ?
Comment Ça bouge comment? Je vais vous dire. On a Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Une diminution de l'ordre, disons à peu près de 20% du nombre de personnes hospitalisées âgées de plus de 80 ans. Alors, c'est le début. On n'est pas dans les chiffres israéliens puisqu'ils ont vacciné plus tôt et massivement. Mais enfin, ça va dans le même sens. Il n'y a aucune raison de penser que les mêmes vaccins n'aboutissent pas au même résultat. Mais c'est bien de le constater quand même. Et quand est-ce qu'on saura si ça brise la chaîne de contamination? Question essentielle, puisqu'évidemment, si on brise la chaîne de contamination, on peut espérer plus vite une immunité de groupe et donc plus vite sortir de toutes les contraintes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et qui empoisonnent nos vies au quotidien, empoisonnent notre économie, empoisonnent la vie tout court. Pas facile de répondre parce qu'il n'y a pas de manière simple et pratique d'apporter une réponse à cette question. On a des débuts de résultats avec, à nouveau, grâce aux Israéliens, qui montre que sur l'étude qui a été récemment publiée sur 500 000 personnes vaccinées comparées à 500 000 non vaccinées, que non seulement on protège contre la maladie à plus de 90%, mais on protège aussi contre les formes dites asymptomatiques sur une PCR positive. Et on peut faire l'hypothèse, mais ce n'est pas une certitude absolue, que cela soit une espèce de vision indirecte du caractère porteur ou non du virus, et donc du caractère transmetteur ou non. Donc c'est encourageant, et ça donne un fort espoir qu'il en soit ainsi, mais ça prendra un peu de temps encore pour obtenir confirmation. De vous à moi, ça semble logique que cette contamination... Non, c'est pas si logique que ça. Si, c'est logique, sauf qu'il y a des contre-exemples, hein, même si on s'en fiche aujourd'hui, mais par exemple, la vaccination contre la polio bloque la maladie, mais bloque pas la transmission, par exemple. Alors, l'ARN messager, moi je vais dans des congrès de cancérologie depuis très longtemps et je savais que l'ARN messager, c'était pas arrivé comme ça du jour au lendemain dans un cerveau malade d'un chercheur et que c'était extrêmement astucieux de leur part d'adapter ça au vaccin Covid. Bon, vous savez, je n'ai jamais rentré dans les polémiques de vos confrères sur les inconnus concernant ce vaccin. Je suis très en colère contre les instituts de sondage. Moi, je vais vous dire pourquoi. Avant qu'on commence à vacciner, il n'y avait pas une demi-journée sans un sondage nous disant les Français sont contre la vaccination et ça. Aujourd'hui, ces sondages ont disparu. Pas tout à fait. Pas tout à fait, vous allez me dire. Mais vous les voyez à la une des journaux? Non. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, parce que vous êtes au courant, combien sont les Français réfractaires à la vaccination aujourd'hui? Alors, il y en a moins, mais il en reste beaucoup. Pour moi, c'est un sujet important. Et justement, c'est pour ça que je vous interroge. Il en reste, disons, entre 30 et 40% qui, dans les... C'est énorme. Ce qui est beaucoup, et plus qu'à l'étranger. Il y a une étude du CEVIPOF, par exemple, qui compare la situation en France avec les pays voisins, et malheureusement, nous sommes les derniers de la classe, avec les 4 pays, avec l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, je crois. Donc il reste quand même, disons, de l'ordre de 30 à 40% des Français qui expriment des réticences. C'est pas pour autant qu'ils ne seront pas vaccinés in fine, bien sûr, mais enfin qui expriment des réticences. Je pense que le fond du panier, c'est 15% qui d'après... Oui, si on arrive à vacciner 85%, on sera bon. Mais si je peux me permettre un petit mot, pour moi et pour le conseil avec lequel je travaille, c'est un sujet majeur, pas du 15 mars, disons, mais c'est un sujet de mai, juin, juillet, août et des mois qui suivent, parce qu'il va falloir vacciner toute la population d'adultes, les 20 à 50 ans qui sont en bonne santé et qui ne craignent pas grand-chose du Covid, encore que ce n'est pas zéro, comme on sait, mais ils ne craignent pas grand-chose, et donc ils sont un peu moins enclins à aller se vacciner. Et il y a un énorme travail, là aussi, de pédagogie à faire, d'explication, pour faire en sorte qu'ils suivent. C'est très important. Et on vous sollicitera parce que nous ne prenons pas de vacances et nos sites ne s'arrêtent pas parce que ça ne peut pas s'arrêter. Moi, j'en prendrai un peu quand même. Oui, justement, on ira vous chercher en vacances. Mais simplement vous dire qu'il y a une très mauvaise habitude. Parce que les gens, ils recherchent les exemples. C'est normal. Bon, on espère que notre président va pouvoir se vacciner un de ces jours. Quoique non, il a eu la Covid, donc lui, il attend 6 mois. 6 mois, puis une injection. Ouais. Les soignants qui ne se vaccinent pas, ça doit quand même beaucoup vous irriter. Oui, c'est clair. Alors, en même temps, il faut donner un peu de temps au temps, comme on dit parfois. C'est-à-dire, à nouveau, les informations évoluent très vite. Donc, la vaccination des professionnels de santé âgés de moins de 50 ans a débuté il y a assez peu de temps. Les plus de 50 ans, ça remonte à mi-janvier, mais même début janvier. Mais les autres, c'est plus récent. Donc il faut aussi se donner le temps de l'explication, de la conviction. Mais aujourd'hui, donc, il y a environ 800 000 professionnels de santé vaccinés. Ça fait à peu près 35% des professionnels de santé en France. C'est largement insuffisant. Les efforts doivent être menés avec la plus extrême conviction et pédagogie. Moi, je passe mon temps à faire des réunions organisées par les agences régionales de santé avec des professionnels de santé de partout. Je fais le tour de France, entre guillemets. Bon,
en visio, mais c'est quand même un Tour de France. Et puis d'autres, et vous et beaucoup d'autres portent la bonne parole pour expliquer non seulement aux médecins, mais aussi aux aides-soignants, aux infirmiers, aux pharmaciens, bref, à toutes les professions qui sont au contact des patients, y compris au médico-social d'ailleurs, qu'il faut se faire vacciner. On ne peut pas imaginer, pour une série de raisons qu'on peut évoquer si vous le souhaitez, non, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais une série de raisons que la grande majorité des professionnels de santé ne soient pas vaccinés dans les semaines qui viennent. Sans passer par la case obligation. Si on peut éviter, c'est mieux. C'est toujours mieux d'avoir une adhésion d'un groupe social à un acte d'intérêt collectif, d'intérêt général. Si par malheur on n'y arrivait pas, ce serait le dernier recours. Alors, on nous a promis des doses. Il y a eu beaucoup de promesses, d'ailleurs, qui sont souvent différentes suivant les gens qui la tiennent. La dernière, la plus précise, c'était 4 millions de vaccinés au 1er mars. Au 1er mars. Et en fin de compte, c'est 3. Non, mais tout le monde disait 4 millions de vaccinés, premier jour. Si, je vous jure, c'est un peu partout. Là, 3 millions, 25% de moins, c'est quand même beaucoup. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que les prévisions telles qu'elles ont été faites courant janvier n'amenaient pas à 4 millions, peu importe. Bon, peu importe, moi c'est ce que j'ai retenu. Ouais. Alors on nous dit 7 millions de doses très vite, 10 millions en mars, 14 millions en avril. Toutes ces promesses-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'objectif réel et qu'on peut vérifier, parce qu'on devrait nous donner toutes les semaines ce qui était promis, ce qui était... Parce qu'on sait bien que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme objectif aujourd'hui de cette vaccination ? Alors d'abord, il y a les informations sur le nombre de sujets vaccinés en fonction de leur classe d'âge et de savoir si ce sont des professionnels de santé ou pas. Tous sont absolument disponibles. Sur Covid Tracker, je vais le chercher tous les jours. Sur Covid Tracker, indépendamment du ministère de la Santé, mais aussi sur le site du ministère de la Santé, à Santé publique France, il y a moyen de s'informer pour qui cherche à le savoir. C'est plus difficile à voir, mais c'est une question de clarté, mais c'est pas grave. Mais sur le site du ministère de la Santé, ça va. D'accord. Et on a ces chiffres et on peut les suivre au cours du temps. Donc, à quoi on arrive ? Au mois de mars, il y a à peu près 8 millions de doses de vaccins disponibles. D'accord. Donc, il y aura évidemment beaucoup de sujets primo-vaccinés. Et aussi, il faut effectuer la seconde vaccination, en gros, les sujets qui ont été vaccinés en février par le vaccin Pfizer ou Moderna. Donc, l'objectif, moi, je dirais à la fin mars, c'est d'avoir vacciné, au moins injecté la première dose à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans qui le désirent, et la plupart le désirent, heureusement. Vous l'estimez à combien, ce nombre de personnes ? Hors EHPAD, je dirais un mot, c'est à peu près 5 millions de personnes, donc on doit avoir vacciné 4 millions, disons, environ. Okay. Ça, je pense qu'on doit y arriver. J'espère qu'on sera à 50-60% fin mars. Des professionnels de santé, et puis qu'on aura amorcé sérieusement la vaccination des 50-75 avec comorbidité, c'est 4 500 000 personnes. Ils ne seront pas tous vaccinés en mars. Mais une fraction non négligeable devrait être vaccinée en mars. En avril ? Et en avril, ça s'élargit, puisqu'il devrait y avoir 17-18 millions de doses disponibles. Beaucoup de vaccins Pfizer, mais aussi AstraZeneca, et un autre vaccin ARN, Janssen, qui permettra à la fois de poursuivre ce qui vient de commencer. Non, Janssen, c'est pas un ARN, c'est un... Non, c'est comme AstraZeneca, c'est adénovirus. Il y a 2 grandes stratégies de vaccination, et il faut que les 2 se développent, même si de temps en temps il y a des aléas, chez le médecin généraliste et le pharmacien, ça c'est pour les vaccins adénovirus. Dans les centres de vaccination, petits, moyens ou grands, je m'en fiche, pourvu qu'on vaccine, et qu'on vaccine vite. Eh bien, juste un mot... Juste pour vous dire que Janssen vient de lancer aujourd'hui qu'il sera en retard. Oui, mais on devrait en disposer un peu. Mais il y a tout le temps des annonces qui font que les calendriers sont malheureusement... Il y a une marge d'incertitude. Mais bon, en gros, il devrait quand même arriver un peu de vaccin de Janssen en avril. Mais souligner quand même que la France a été beaucoup critiquée sur ce point, à mon avis à tort, c'est sur la vaccination dans les maisons de retraite. EHPAD, qui est à l'évidence la première population qu'il fallait protéger, vu ce que l'on connaît. Et aujourd'hui, 85% des personnes résidant dans les EHPAD et autres établissements ont été vaccinés, ce qui n'était pas une mince affaire vu les problèmes de logistique. Donc je veux quand même souligner le boulot qui a été fait là, j'y suis strictement pour rien, donc je peux le dire facilement, qui est du bon boulot et qui va, dans les semaines qui viennent, se voir en termes de prévention de mortalité. Bon, on vous fait confiance sur la stratégie des doses, vous êtes un homme de confiance et apparemment... De toute façon, vous pouvez vérifier. Non, mais les doses vont être au rendez-vous. En revanche, c'est vous qui êtes le responsable de la polémique MG pharmacien, les dentistes qui ont été oubliés. Vous avez vu que vous avez oublié les dentistes ?
Oui. Ils sont 40 000 quand même. Oui, mais Et ils tapent à la porte. Hein. Maintenant, non. pourquoi pas? Mais Ils tapent à la porte parce qu'ils ont vu que vous alliez donner l'autorisation aux vétérinaires. Donc les dentistes se sont dit, si on donne aux vétérinaires... Ouais. Je pense que le plus important sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Beaucoup d'infirmiers libéraux ou non libéraux sont prêts à vacciner. Il faut Mais sous quel contrôle, les infirmiers? Alors aujourd'hui, ils sont sous le contrôle médical. On peut discuter. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais à titre personnel, moi, je suis favorable à ce qu'on leur donne l'autonomie de vaccination. Après une formation et s'assurer qu'ils savent faire les gestes nécessaires s'il faut injecter de l'adrénaline à quelqu'un. Alors qui fait un choc anaphylactique. Revenons aux médecins pharmaciens. Si vous voulez. Mais donc juste, oui. Voilà, un panel large de soignants capables de vacciner, les sages-femmes aussi. Voilà. Mais je pense que c'est une espèce d'écume de trucs un peu ridicules, de mauvaise communication, de maladresse. Ça arrive, oui. De grande maladresse, mais je pense que dans 15 jours, j'en suis sûr que dans 15 jours, on n'en parlera plus. Que les pharmaciens vont vacciner massivement. Ils ont fait leurs preuves et c'est remarquable grâce à la grippe depuis quelques années. Ça a été un grand progrès dans ce pays sur la vaccination. Donc ils savent faire. La majorité des pharmaciens savent parfaitement vacciner et vont vacciner. Beaucoup, pas tous, mais la grande majorité des médecins généralistes sont extrêmement motivés. Qu'il y ait quelques cafouillages comme il y en a eu ce week-end ou lundi, c'est probablement même inévitable, même si on peut le regretter. Franchement, c'est complètement secondaire. L'important, c'est que dès aujourd'hui et lundi prochain pour les pharmaciens, tout ce petit monde vaccine et travaille ensemble. Je pense qu'il est important que les généralistes et les pharmaciens dans le même territoire s'entraident. C'est ce qui se passe sur le terrain. Mais absolument. Parce que les luttes syndicales qu'on a vues n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes d'accord? Ce qui compte, c'est ça. C'est que sur le terrain, ça marche, qu'ils s'aident mutuellement et que les deux professions vaccinent. Voilà. Alors, comme je suis un journaliste têtu, moi j'écoute ce que dit notre président et j'ai entendu au début de l'année qu'il n'y aurait jamais de vaccinodrome en France. Un message relayé par son ministre de la Santé et bien évidemment la chaise derrière. Alors c'est ce contraire qu'on a fait ce week-end et tout le monde a fait cocorico parce que ce week-end on a réussi dans des vaccinodromes à vacciner beaucoup de gens. Bon, le mot vaccinodrome vaut ce qu'il vaut. En France, il a une connotation péjorative à cause de 2009. Oui, mais enfin, c'était clair qu'on n'allait pas faire des grands centres de vaccination. Mais on a... juste un mot. Ce qui s'est passé ce week-end, donc, qui est un coup d'accélérateur, et c'est très bien, j'espère qu'il pourra se poursuivre, c'est à travers les centres déjà existants qui ne sont pas particulièrement grands. Il n'y a pas en France de centre aussi grand qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne. On parle de l'OM, là, du stade de l'OM. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, à l'OM, on ne vaccine pas. Enfin, à ma connaissance, au stade Vélodrome. Prévu. OK. Il y a une réflexion. Compte tenu du fait, très bonne nouvelle, que l'approvisionnement en vaccins va largement doubler en avril, et ça va continuer en mai, etc., il est évident qu'il faut multiplier les lieux de vaccination. Et parmi ces lieux, il y a les centres, et ça peut être des centres de grande taille. Moi, à titre personnel, je n'ai aucune religion là-dedans. Je pense plus on a de diversité d'approches. Plus on vaccine, mieux exactement. Mais ça va aussi jusqu'au aller vers, c'est-à-dire des équipes mobiles qui vont vers par exemple, les personnes âgées à mobilité réduite ou les personnes en situation de précarité. Celles-là, elles attendent. Ceux-là, il faut s'en occuper. C'est plus difficile parce qu'il faut mobiliser des gens, beaucoup de gens pour éventuellement moins de personnes, mais ça fait aussi partie de l'objectif de vaccination. Bon, bref, on doit éviter les déclarations intempestives à tout niveau, au niveau des journalistes et jusqu'au sommet de l'État. Est-ce que vous pensez qu'on va aller quand même à une stratégie à une dose parce que bon, il y a le Janssen qui arrive. Oui. Avec une seule dose, les gens risquent de pas très bien comprendre. Vous pensez qu'on n'ira pas à la stratégie? Ça risque de troubler un peu le message, mais ce que je demande à voir, c'est si l'efficacité du Janssen une dose, il est aussi bon que le AstraZeneca une dose. De toute façon, c'est à peu près. C'est ce qu'ils disent, même meilleur, paraît-il. Bon, pour moi, les essais cliniques donnent des résultats que je qualifierais d'équivalents avec les marges d'incertitude. La question qui va se poser, mais la réponse viendra dans les semaines suivantes et on a le temps, donc ce n'est pas un souci immédiat, c'est de savoir si dans la durée, l'efficacité, s'il n'y a pas une seconde dose, va être aussi bonne. Il y a un essai en cours de vaccin Janssen, 2 doses, avec 56 jours d'écart entre les deux. Ma prédiction, là, attention, je me mouille, c'est très dangereux de dire ça, mais tant pis, je serais surpris. Je ne vois pas pourquoi le vaccin Janssen une dose donnerait un résultat aussi bon que les autres vaccins 2 doses. D'accord. Donc, mais on verra, on a le temps d'ajuster le tir. Si vous voulez, j'ai interviewé un des penseurs de ce vaccin aux États-Unis. Oui. Et j'ai trouvé que lui, son approche était incroyablement intelligente, puisqu'il dit dès le départ, nous n'avons cherché que
un vaccin à une dose parce qu'on était dans une pandémie en situation de guerre. Et c'était quand même intelligent comme remarque. Ça fait du sens, et toute la discussion qu'on a évoquée il y a un instant sur l'espacement de doses aussi, ça fait complètement du sens. Maintenant, surtout à un moment où on aura, en tous les cas dans nos pays, on disposera d'un nombre de doses important, sauf catastrophe industrielle, je pense qu'il faudra se poser la question de savoir si au bout de 2 mois, 3 mois, quel est le degré d'efficacité, de protection qui persiste, est-ce qu'il n'y a quand même pas besoin d'une seconde dose. Et encore une fois, sur un plan théorique, en raisonnement immunologique, je pense que ça sera mieux d'avoir une seconde dose un peu plus tard. Alors, le monde des infectiologues qui compte une part de pessimistes, vous les connaissez bien, craint la nécessité d'une dose de rappel en raison des mutations. Ça vous semble envisageable ? Ça fait partie des scénarios qu'il faut considérer, même ce n'est pas une certitude, bien sûr. Les variants sont quand même un souci, forcément un souci, ne serait-ce que parce qu'ils augmentent la contagiosité. Et on voit que la situation en France aujourd'hui n'est loin d'être parfaite à cause du variant, entre guillemets, britannique, qui nous ennuie plus que ne nous ennuyait le virus initial. En termes de vaccination, le variant britannique ne pose pas de problème. Il répond aussi bien, on est aussi bien protégé plus exactement contre lui que contre le virus initial. Le variant dit sud-africain est peut-être un peu plus problématique, encore que les données sont quand même plutôt rassurantes, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une variation sur un variant. D'où la préparation de vaccins modifiés qui intègrent les variations connues et qui seront disponibles à l'automne, et s'il y en a besoin, il faudra les utiliser. Mais vous n'êtes pas virologue, moi non plus, mais vous savez très bien que les mutations, ça fait partie de la vie des vaccins et qu'il va y en avoir de plus en plus. Oui. Donc est-ce qu'on va... Moderna, nous dit Stéphane Bancel, quand même, qui est un Français, il faut quand même ramener ce garçon dans l'histoire, dit qu'il lui faut 3-4 semaines pour mettre au point un vaccin efficace, ou un petit peu plus. Mais 6 semaines plus la production, oui. Oui, mais alors justement, on redémarre à zéro, là. Non, alors probablement pas. Alors d'abord, il faut saluer le fait que, notamment avec les vaccins ARN, mais également les autres, on a une flexibilité remarquable qui permettront, si nécessaire, d'adapter les vaccins. 2, il a déjà été statué que si donc de nouveaux vaccins sont préparés qui intègrent les variations, les variants, ils ne seront pas considérés par les agences réglementaires comme des nouveaux vaccins. Il faut tout refaire, mais simplement, ils demanderont des études plus brèves d'analyse d'immunogénicité, donc de réponse anticorps. Donc ça permettrait, si, encore une fois, il fallait les utiliser, de les obtenir assez vite. Oui, mais la production, on ne peut pas la multiplier. Non, mais ils peuvent, apparemment, ils peuvent arrêter de produire les vaccins actuels et passer aux autres. Même si on a un problème général de production de vaccins pour le monde entier. Parce que on parle de la France, mais c'est le monde entier qui va falloir vacciner. Vous pensez qu'on va se diriger vers une vaccination annuelle comme la grippe ? Ça fait partie des scénarios possibles, plausibles, même si c'est difficile de faire des prédictions aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas. Il faut pas. On a parlé de la transmission pour laquelle on n'a pas toutes les infos aujourd'hui, mais information qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la durée de la protection. On espère qu'elle soit relativement longue, c'est-à-dire tendant vers 1 an, voire plus, mais on n'a pas l'info. Donc on aura, par définition, le temps va nous dire, et on s'adaptera. Il y a 2 éléments d'adaptation. Le temps de protection observé avec les différents vaccins et l'influence des variants. Et à partir de là, on pourra définir le rythme des rappels s'ils sont nécessaires. Passer cette année de folie, faire une vaccination annuelle deviendra si c'est que ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Vraiment pas. Parlons stratégie un petit peu pour finir. Le zéro Covid, ça vous paraît une option réaliste ? On s'écarte un peu de la vaccination, pas totalement. Ah bah non. Un peu parce qu'il ne peut pas y avoir de zéro Covid. On vaccine tout le monde, zéro Covid. C'est pas une vision réaliste de faire les choses ainsi. Et le zéro Covid implique des mesures hors vaccination. D'accord. Le zéro Covid, ça a marché aujourd'hui, pour moi, dans 2 circonstances. Évidemment, c'est l'objectif idéal. C'est soit dans les pays insulaires, Nouvelle-Zélande par exemple, soit dans des pays dont le système démocratique n'est pas le plus reluisant. Pas le même que nous. Et on ne souhaite pas... Vous comprenez que c'était normal que je vous pose cette question-là, même si ça vous paraît... Et en plus, je pense que c'est un objectif salutaire, mais j'ai peur, sans être un expert de cette question, que ça ne soit pas totalement réaliste. Évidemment, la vaccination est une composante importante et sans doute la plus importante pour arriver... on n'arrivera pas à zéro, à mon avis. Enfin, on arrivera à un contrôle très serré de la circulation du virus. Mais pas tout seul. C'est clair que les mesures barrières, alors qu'on peut mettre à un niveau plus ou moins fort, font partie encore pour un moment de la stratégie pour lutter contre le Covid.
Est-ce que vous avez remarqué que, et là c'est encore une erreur de communication, je suis désolé, on parle presque plus des tests, très peu par rapport à la problème de la vaccination. Oui, mais je sais qu'on va dire qu'on en parle encore pas beaucoup. très grave parce qu'ils se font, il y a des millions de tests. Oui, mais sauf qu'en France, par exemple, on n'a pas les autotests. Les Anglais viennent d'en commander 380 millions pour que les gamins soient contrôlés. Mais ils sont, les gamins, comme vous dites, ils sont contrôlés par les tests antigéniques. Moi, j'ai ma petite fille. Mais pas comme les Anglais 2 fois par semaine. Oui, non, pas à ce point-là, mais on s'en rapproche. Oui, on s'en Et rapproche. les Anglais, ils ont été très sensibilisés à cette question parce que quand ils ont vu l'émergence du variant britannique, ils ont vu apparemment une augmentation très sensible du nombre de cas chez les enfants et donc une contamination possible chez les enfants. Ça reste moins flagrant en France. C'est un sujet qui a besoin d'être approfondi pour savoir d'ailleurs ce qu'il faudra faire plus tard pour la vaccination. Ouais. Mais c'est pas aussi critique que ce n'a été en Grande-Bretagne. Mais je vous trouve pas très critique sur ce qu'on fait en France. Vous Non. jouez très collectif. Parce que je trouve que ça pourrait être mieux, vraiment. Mais je trouve que c'est pas si mal. Et moi, je vois des gens travailler. Et notamment, je pense à la task force que j'ai évoquée tout à l'heure. Et je vois ces gens qui bossent comme des malades, donc pour l'intérêt général, discrètement, on ne les voit pas dans les médias, et qui font un boulot remarquable. Oui. Donc après, il y a des erreurs politiques, des erreurs de communication, qui n'en fait pas, sur un sujet extrêmement difficile. Franchement, je suis très content d'être dans la place d'un conseiller et pas d'un décideur. Oui. C'est extrêmement difficile. Je pense qu'il faut de temps en temps se mettre à leur... Moi, je suis le premier à les critiquer quand c'est nécessaire, mais il faut aussi reconnaître la difficulté et l'importance des enjeux, surtout qui ne sont pas que sanitaires, bien évidemment. Cela dit, vous dites qu'on ne voit pas votre task force dans les médias, mais rien n'empêche quand même de les voir et de les valoriser si c'est le cas. Combien de personnes travaillent avec vous ? Alors, moi, je ne suis pas dans la task force. Oui, mais là, le conseil d'orientation, il y a deux personnes qui travaillent directement avec moi qui sont juste remarquables. Vous pouvez les citer ? Il y a Violette Moureau, qui est une jeune dame qui a fait Sciences Po et une maîtrise d'immunologie, ce qui est une combinaison culturelle, elle est juste remarquable. Et Morgane Lepoul, qui s'occupe des relations presse, qui est aussi très très bien. Et puis il y a le conseil d'orientation, donc nous sommes 12-13, où il y a des médecins, des chercheurs en biologie, spécialistes de la vaccination, des chercheurs en sciences humaines et sociales, sur tous les aspects sociétaux qui nous impliquent, des représentants de la société civile, médecins, généralistes, infirmiers. Donc on couvre assez large, donc ce qui permet de combiner des approches, des angles d'analyse de la situation qui sont bien utiles. Donc on peut se donner un objectif de vaccination à la fin de l'année de quoi ? De 60% des Français, par exemple ? J'espère plus. Moi, l'objectif... plus, vous. Moi, je dirais le premier objectif, c'est de finir de vacciner un maximum de personnes vulnérables. Et à ce moment-là, les hôpitaux sont complètement sortis de problèmes. Oui. Hein ? Même s'il en reste un petit peu. Oui, mais enfin, non, mais on est d'accord. C'est ce qui a justifié tous les problèmes avant. On est bien aurait fait d'accord. ça. Ouais, et ça devrait être bouclé pour mai-juin. Ouais. Ensuite, il faut vacciner les personnes en bonne santé, en gros les moins de 50 ans, il y aura probablement encore quelques-uns au-delà de 50 ans. Ça fait beaucoup de monde. Mais il faut les vacciner, et il faut les vacciner massivement pour arriver à générer une immunité de groupe avec les variants. Donc ça, c'est en gros l'objectif de l'été. D'accord. Donc je pense qu'on peut espérer, mais 60%, ça ne suffira pas. Ce serait pas mal, mais je pense que compte tenu de la contagiosité des virus qui circulent, si on arrivait à 80, ça serait plus proche du but. Vous avez tellement raison que les Israéliens, qui sont très embêtés par le rajeunissement des malades dans les services de réanimation, vont on le voit un peu en France aussi, oui, à moindre échelle. À moindre échelle, ça commence, vont insister sur la vaccination à partir de 18 ans. Bien sûr. Et vont même peut-être franchir le pas de la vaccination des enfants. Je pense que là, on a besoin on n'en sait pas assez sur ce point. C'est pas totalement exclu qu'à l'automne, on soit amené à discuter de la vaccination. Alors, on va crouler sous les doses quand ? Ça dépend de ce que vous appelez crouler. Crouler, c'est-à-dire plus que qu'on en a besoin chaque semaine. Si je regarde tout ce qui était prévu, il y a des moments où on a plus de doses que dont on en a besoin. C'est juste pour savoir ce qu'on va en faire. En avril, encore une fois, il y aura de l'ordre de 16, 17, 18 millions de doses. Septembre-octobre, moi. Après, à peu près pareil encore en mai-juin, et après on monte encore. Plutôt 30-40 millions de doses, potentiellement. Comment ça faire, là ? On doit pouvoir être capable d'assurer la vaccination d'un maximum de gens. Et s'il y en a trop, on saura où les distribuer, parce qu'il y a d'autres pays qui en ont besoin. Ça fait partie de vos conseils stratégiques d'aider... En tous les cas, nous, on réfléchit à cette question. On a rédigé un avis sur la problématique de la vaccination à l'échelle mondiale.
qui est une évidence. On peut que l'on le prenne sous l'angle de l'éthique, nécessité d'offrir une protection à l'ensemble de l'humanité, ou sous l'angle de notre intérêt ou de l'intérêt économique, qui est que si on ne vaccine pas massivement le monde entier, il y a un risque par la persistance du virus que ça redémarre avec un nouveau variant qui nous revienne. Il y a l'exemple de Manaus, Amazon, Brésil, où a émergé probablement le variant dit brésilien, alors qui n'est pas complètement réfractaire à la vaccination, mais enfin qui fait que beaucoup de gens là-bas ont eu une seconde infection et certaines des infections graves. Donc ce qui s'est passé à Manaus peut se repasser dans 6 mois en Inde, je ne sais pas où, et nous revenir en boomerang. Donc c'est absolument nécessaire de faire... C'est difficile, parce que la production de vaccins n'est pas encore suffisante. C'est difficile parce que les ressources financières ne sont pas telles dans les pays pauvres qu'ils puissent acheter les vaccins dans des conditions qui leur soient accessibles. Donc il y a des efforts avec l'OMS, le COVAX, etc. Mais c'est une vraie préoccupation. Merci, professeur Fischer. Les 40 minutes, elles arrivent. On pourrait vous parler des heures ensemble. Hein. Simplement, je vais vous dire la réflexion d'un restaurateur qui me disait « Oui, on va vivre avec les gestes barrières. Oui, on va vivre avec des masques. On va vivre avec tout ça. » Mais c'est le professeur Fischer qui va faire revenir les consommateurs dans notre restaurant. Et j'ai trouvé que c'était... C'est sympa de sa part. C'était sympa de sa part. Je serai le premier à y aller. Et vous êtes le premier à y aller. Et je pense que c'est une charge écrasante. Oui, mais en même temps, c'est un bel objectif. Merci. Écoutez, on va retrouver Denis Duverne. Mais avant, je voulais vous montrer ça. Ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Alors, vous découvrez, comme nous aujourd'hui, le spot que le ministère de la Santé va diffuser partout. Vous allez le voir partout. Vous en pensez quoi de ce spot ? Je pense qu'il est émouvant, il est juste. Il représente une possibilité qui va s'offrir bientôt pour les grands-parents vaccinés de pouvoir revoir leurs petits-enfants. Donc c'est une formidable source d'espoir fondée sur une réalité, pas une chimère. Et ensuite, on pourra imaginer d'autres petits films pour d'autres populations qui vont être vaccinées. Peut-être on verra un restaurateur rêver de voir son restaurant plein de clients, par exemple. Comme vous êtes extrêmement gentil, je ne vais pas vous demander ce que vous pensiez du précédent qui montrait comment un gamin pouvait tuer sa grand-mère en allant lui faire un bisou. Denis Duverne, vous qui êtes un homme de communication, vous en pensez quoi ? Très émouvant et très... sur le bon sujet, je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'aurais aimé vous voir les larmes aux yeux, mais bon, j'avais quasiment la ça commençait. La première fois que je l'ai vu, moi, je l'ai vraiment eu. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison. Moi, je pleure en regardant La Petite Maison dans la Prairie, donc il n'y a aucune raison de ne pas pleurer devant un film comme ça. Denis Duverne, je crois qu'on peut tous remercier professeur Alain Fischer, quand même. Oui, tout à fait. Vous avez dit, Jean-François, qu'il était politique. En réalité, non, il est au service du bien commun. Et ce que j'ai aimé dans son intervention, c'est que toutes ces réponses, c'est fondamentalement des réponses de chercheurs qui a eu la preuve, qui attendent d'avoir la preuve pour avancer. Et donc, je trouve que c'est très rassurant, même si c'est pas, comme vous l'avez dit, un logisticien, c'est très rassurant d'avoir Alain Fischer dans les responsabilités qu'on lui a confiées, parce que ça, vous avez dit l'un et l'autre que le sujet, c'était d'arriver à 80% de personnes vaccinées. Je pense que Alain Fischer, de ce point de vue-là, est très convaincant. Et moi, je le trouve formidablement politique. C'est pas du tout de dire à quelqu'un qu'il est formidablement politique. C'est pas une injure, bien au contraire. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle justement de nous annoncer les 80% de Français et d'y aller. Voilà. C'est en ce sens-là que, pour moi, il est parfait. Excusez-nous, on parle de vous. Oui. Non, ça va. Tant que vous continuez à parler ainsi, ça me convient. On va revenir sur l'engagement de votre fondation sur la Covid. On a longuement parlé des pistes vaccinales, mais les 31 projets auxquels vous faites référence traitent de thématiques très différentes. Oui, alors c'est le sens de la recherche fondamentale de travailler sur beaucoup de domaines. Et nous, à la FRM,
on insiste beaucoup sur les approches multidisciplinaires, parce que c'est de ces approches multidisciplinaires qui mélangent la virologie, l'immunologie, les neurosciences, la pneumologie, la cardiologie, qu'on arrive à trouver des pistes innovantes. Et donc, c'est ce type de recherche que nous cherchons à financer. Alors, je le disais il y a un instant avec le professeur Fischer, on a beaucoup mis en avant le fait que les vaccins qui arrivent sont exceptionnels. On a dit beaucoup de bien de l'industrie pharmaceutique. Il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il n'y a pas de miracle et que la recherche fondamentale menée essentiellement dans les laboratoires publics est le terreau de toute innovation médicale. Tout à fait. Et on s'est félicité du fait qu'on avait ces nouveaux vaccins à base d'ARN qui avaient été produits en moins de 12 mois. En réalité, même j'ai entendu Stéphane Bancel qui disait on avait produit le vaccin en 6 semaines, ensuite tout le reste, c'est les études, les essais cliniques, etc., la fabrication. Donc oui, mais en réalité, ça remonte à des recherches qui datent des années 1990. C'est même un chercheur français qui, en 1993, a montré l'intérêt possible de l'ARN messager pour différentes choses. Et c'est seulement cette année qu'on l'a appliqué, enfin en 2020-2021, qu'on l'applique à la vaccination, mais on l'a appliqué à beaucoup d'autres domaines. Vous êtes très fier de cette fondation pour la recherche médicale? Moi, j'adore la fondation de la recherche médicale. D'abord, quand j'ai fini mon internat, pendant 6 mois, j'ai commencé à travailler au laboratoire et je n'avais pas de financement. Et c'est la fondation qui m'a octroyé une bourse, comme on disait à l'époque. Ça se passe en 1979, donc je dois une éternelle reconnaissance. Et je pense que cette fondation fait un magnifique travail, comme vient d'être dit très, très clairement. Ce que j'aime beaucoup dans la fondation, c'est qu'elle couvre tous les champs de la recherche médicale. Et l'objectif, c'est juste de financer les meilleurs projets, ceux qui ont le plus de chances d'aboutir, que ce soit dans les neurosciences, en infectiologie, ou la microbiologie, etc. Et puis, avec la notion d'interdisciplinarité, que je trouve est très intéressante. Donc, c'est une superbe fondation qui a aidé des milliers de chercheurs depuis sa création, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais plus les nombres. C'est considérable, enfin, qui est un acteur incontournable de la recherche médicale française. Et croyez-moi, pour en avoir interviewé un certain nombre, ils sont tous très attachés à la Fondation. Absolument. Ce qui prouve que vous les grande avez fidélité. bien traités. Merci Denis Duverne. On va passer aux questions qui nous ont été données par les gens qui vous regardent. Effectivement, un élément dont on n'a pas parlé, est-ce que ce sont des vaccins chers? Relativement. Alors ça dépend lesquels. Les prix d'achat, pas très bien connus. Hein. C'est pas total, le système n'est pas totalement transparent. Même vous ne le connaissez pas? Donc il y a eu, en fait, par inadvertance, il y a une ministre belge qui a lâché les prix. Qui a donné les prix, oui. Oui, mais c'était par inadvertance, donc on les connaît. Mais sinon, ces négociations, pour ce qui est de l'Europe, a fortiori quand il s'agit des Américains, on n'est pas censé les connaître, ce qui, de mon point de vue, est regrettable. Mais c'est un autre sujet. Est-ce que c'est pas parce qu'il est trop bon marché, l'AstraZeneca, qu'il est moins produit? Alors l'AstraZeneca, il faut dire une chose qui est tout à l'honneur de la société, et sous la demande de l'université d'Oxford qui l'a initié, qui l'a développé, c'est qu'il est vendu quasiment à prix coûtant. Tant que la pandémie continue, ce vaccin est vendu à prix coûtant. On ne pensait peut-être pas que la pandémie allait durer aussi longtemps que ça, mais enfin, en tous les cas... Bon, voilà. Les vaccins ARN sont un peu chers. Il faut souligner. Un peu cher, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Nos pays peuvent se permettre, se permet avec une dette que l'on connaît. Parce qu'ils sont gratuits. Ils sont gratuits pour nous, mais ils ne sont pas gratuits. Non, mais je veux dire en France. Bien sûr. C'est l'intérêt de notre système social qui nous permet... Il faut insister là-dessus. Vous avez raison, mais ils ne sont pas vraiment gratuits. Non, pour l'État. Voilà. Et l'État, nous payons des impôts et des cotisations sociales. Donc, quand même. On peut peut-être imaginer qu'il va se passer la même chose que dans les médicaments sur le sida, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un tarif qui va être... Mais il le faut surtout pour les pays qui ont des ressources limitées. C'est ce que dit Stéphane Bancel, donc on peut lui faire confiance. C'est le côté français. J'espère bien. Votre avis sur le pass sanitaire, voire le passeport vaccinal? Alors, ce n'est pas une affaire simple. En tout état de cause, la discussion, on a le droit de réfléchir au futur, mais sûrement pas pour une application à court terme, dans la mesure où tant que la vaccination n'a pas pu être proposée à l'ensemble des Français, on ne peut pas imaginer, à mon point de vue, avec une toute petite exception, un système qui créerait des droits pour certains auxquels les autres n'auraient pas accès. Ça ne me paraît pas possible.
Ce d'autant qu'il y a 2 incertitudes dont on a parlé tout à l'heure, qui rend difficile la pratique du passeport. Durée de la protection, quelle est la durée, autrement dit, de validité du passeport, excusez-moi, et problème de la transmission, parce que si le problème de transmission n'est pas complètement résolu, vous pouvez vous promener avec votre passeport et contaminer gentiment d'autres personnes. C'est vraiment... Donc, oui. c'est pas si simple. Ouais. Maintenant, à moyen terme, il est assez probable, ne serait-ce que sous la pression des transports, je pense à l'avion, etc., probablement les systèmes de ce type vont... Ça, on va y avoir droit entre les pays. Ça me paraît assez clair. Mais il ne faut pas oublier que les Français ne prennent pas tous l'avion sans arrêt. Ça reste la encore des minorité prend l'avion. Hein. Mais ce que j'espère au moins, c'est qu'il y aura une politique commune européenne. Ça serait une bonne chose. Vous voyez plutôt un test rapide en 20 minutes pour aller à l'opéra plutôt qu'un document disant je suis vacciné. On peut le faire pour l'opéra et on peut le faire aussi pour les restos. Hein. Dans l'absolu, je préférerais. Maintenant, est-ce que sur un plan éthique, disons, je préférerais. Ouais. Est-ce que c'est praticable à grande échelle ? Je ne sais pas. En quoi ça bouleverse l'éthique de se dire on va aller voir un spectacle et on va montrer qu'on a fait une vaccination ? C'est un choix, quoi. C'est pas une obligation, c'est pas vital, quoi. Oui, non, mais c'est pas, ça me choque parce que pas. Moi, ça me choque pas. Hein. J'écoute notre président, il est en train de parler quand même d'un document, lui. Oui, il y a une réflexion en cours. Il envisage. Ouais. Et encore une fois, moi j'aimerais bien que cette réflexion elle soit commune avec l'ensemble de la communauté européenne, surtout qu'il y a quand même aussi le franchissement des frontières, et ce serait bien qu'il en soit ainsi. Il y a un petit point où... Pardon. Non, si, c'est parce que... Concernant les il y a un point même majeur pour ces personnes-là, c'est les résidents en EHPAD qui ont vécu quand même, et leurs familles avec, de ce fait, dans des conditions très très dures. Et donc je pense que le début d'ouverture qui est en train de se produire pour les personnes vaccinées, c'est un début, il faut que ça aille plus loin, et cette ouverture, elle est réservée à ceux qui sont vaccinés. Donc c'est une forme de passeport vaccinal, si on veut. Mais c'est le minimum que l'on peut faire pour nos aînés. Votre avis là-dessus, Denis, parce que vous êtes dirigeant d'entreprise. Moi, je pense que le point important, c'est est-ce que le vaccin est accessible à tout le monde ? Et quand le vaccin sera accessible à tout le monde, je trouve tout à fait normal qu'on introduise un pass vaccinal, parce que ça, je dirais, ce sont s'il est aussi prouvé qu'on transmet moins la maladie, je pense que c'est logique et c'est plus simple d'avoir à montrer ça que d'avoir à faire un test. Vous avez le thème de votre prochain débat, parce qu'il y a à dire. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas le vaccin pour tout le monde, le Conseil d'État va retoquer absolument tous les... Ça ne sera pas proposé avant, c'est évident. Alors après, on rentre dans les trous de raquettes dont on parlait tout à l'heure, parce que les gens qui nous regardent, il y a une première qui dit « j'ai 74 ans, pas de comorbidité, donc je ne peux pas me faire vacciner ». Et puis, si je me fais vacciner, est-ce que je peux choisir mon vaccin ? Alors, c'est un trou de raquette qui n'est pas loin d'être comblé, parce que pour les personnes âgées de 65-74 ans sans comorbidité, la vaccination devrait débuter tout début avril, dans 3 semaines. Donc, bon. Choisir son vaccin, pourquoi faire ? Je pense que le choix du vaccin, il est plus lié à les circonstances dans lesquelles on va être vacciné. Donc, une personne de 74 ans bien portante va probablement être vaccinée chez son médecin ou son pharmacien, et donc va bénéficier du vaccin AstraZeneca, et c'est très bien ainsi. Et la dernière question, c'est encore, on va revenir sur le même sujet, mais il y a tellement de gens qui l'ont posé que je suis obligé de vous la reposer, qui est ce problème des soignants qui ne se vaccinent pas, que la Covid-19 est la première maladie nosocomiale à l'hôpital, ce qui est quand même pas brillant, et vraiment le public comprend pas, quoi. Je suis d'accord, on ne peut pas tolérer longtemps cette situation. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on est encore dans une phase d'information, de formation et de pédagogie, et on peut se donner un tout petit peu de temps. Il semble que la courbe soit légèrement meilleure en termes de couverture vaccinale des soignants. Donc, dans les 15 jours qui viennent, ça sera tranché. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions que vous vous posiez, du moins une grande partie. Je vais vous demander une conclusion, Alain Fischer. Eh bien, je dirais que cette campagne vaccinale qui a commencé maintenant, le temps passe vite, depuis tout à fait fin décembre, doucement, et qui s'est progressivement accélérée, mais avec un rythme auquel je pense, même si on a du mal à le percevoir, tient une logique de santé publique. On a un objectif, c'est de faire en sorte que, donc on l'a évoqué ce chiffre, pourquoi pas de 80% de la population soit vaccinée à l'été, et que grâce à cette mesure, combinée avec une sagesse dans l'attente de respect
des gestes barrières, qui malheureusement aujourd'hui est encore indispensable, on arrive à sortir de cette pandémie largement avant la fin de l'année, et avec l'espoir que cela se combine, j'insiste là-dessus, avec une vaccination quasi universelle qu'on ne pourra pas faire en 3 mois ou en 6 mois, mais il faut y arriver. Merci beaucoup. Je vous trouve incroyablement brillant et à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, ce qui fait que je vous promets qu'il reviendra dans nos studios. On ira le chercher s'il faut, mais vous ne pouvez pas ne pas revenir. Avec plaisir. Faire ça. Denis, votre mot de conclusion? D'abord, merci à Alain Fischer de s'être prêté à cet exercice pour la Fondation pour la recherche médicale. J'y suis très, très sensible et c'est très important pour nous. Merci Jean-François Lemoine de nous accueillir à nouveau dans les studios de Fréquence Médicale. C'est un grand plaisir pour nous. Partagez. Je pense que dans cette soirée, on a pu se rendre compte à nouveau de l'importance de la recherche médicale, qui, bien sûr, sur les vaccins, mais aussi sur les traitements. On n'en a pas parlé ce soir, mais on voit bien que les gens qui vont à l'hôpital et qui sont moins nombreux à aller en réanimation et sortent mieux de cette réanimation. Donc là, il y a encore des trous dans la raquette. Mais on a quand même déjà fait beaucoup de progrès. On va probablement apprendre encore beaucoup de choses avec la recherche. Et je crois que la recherche médicale a montré une nouvelle fois qu'elle était essentielle. Les maladies comme le coronavirus étaient des maladies sur lesquelles la Fondation pour la recherche médicale avait financé pas loin d'une centaine de projets dans les 10 dernières années. Donc c'est un secteur qui avait certainement pas fait l'objet d'investissements suffisants. On va continuer à investir dans ces domaines-là. On va continuer à soutenir la recherche fondamentale. C'est essentiel. Et on a besoin pour ça de toujours plus de donateurs, toujours plus investis, toujours plus réguliers avec nous pour soutenir la recherche médicale qui en a besoin. On l'a dit, la recherche publique n'a pas tout à fait suivi, n'a pas été tout à fait au niveau en volume ces dernières années. Je pense qu'il y a des efforts supplémentaires qui sont faits par la puissance publique, mais la FRM l'a montré dans cette crise. Elle a été capable, en quelques semaines, de dégager plusieurs millions d'euros pour financer des projets de recherche. J'ai parlé avec plusieurs chercheurs qui disaient à quel point c'était essentiel d'avoir cette flexibilité qui permet d'embaucher une catégorie de personnel différente de ce qu'on avait imaginé, de chercheurs différents de ce qu'on avait imaginé au départ, d'acheter des matériels, etc. C'est une souplesse qu'offre la Fondation pour la recherche médicale. Et pour ça, nous avons besoin de donateurs. Merci d'avoir suivi cette émission et merci de continuer à nous soutenir. Alors, je reprends vos mots. Soutenir la recherche, c'est investir dans la vie. Il n'y a pas de plus grand dessein. Cette émission qui est bien évidemment consacrée et pour les donateurs qui ont la chance de voir cette émission en avant-première, sera aussi diffusée sur notre réseau, va avoir plus de 100 à 150 000 visionnages. Donc on peut soutenir la recherche et on mettra d'ailleurs tous les éléments pour soutenir la Fondation de la recherche médicale. Merci. Il ne me reste plus grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que j'ai eu à animer. Si un souhait, très vite vous retrouver, car je trouve que cette forme de soirée est très agréable et utile. Merci à la Fondation, dont le rôle est essentiel dans la recherche et qui nous a permis cette très belle rencontre. Merci beaucoup, professeur Fischer. Et bien évidemment à vous, Denis. Nous, on se retrouve très bientôt sur nos émissions. En attendant, portez-vous bien.